Bienvenue dans Un talent, une histoire, Chill and Talk. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette année 2022. Vous nous avez manqué et j'espère qu'on vous a manqué aussi. En tout cas, on est heureux de vous retrouver. Ce soir, on va accueillir Brice qui est connecté juste là, qui va nous parler de tout ce qui est storytelling. Alors, pourquoi je n'arrive pas à l'inviter? C'est parfait. Brice, tu m'entends? Brice, tu m'entends? Hey! Oui, je t'entends. Comment vas-tu? Je vais. Je t'entendais plus. Tu vas bien? Super bien, merci. Et toi? Ça va super. Je suis heureuse que tu nous accordes de ton temps ce soir afin que tu nous racontes un petit peu ton parcours et tout ce qui t'a amené à devenir storyteller. J'ai vraiment hâte que tu nous racontes un peu ton histoire et tout ce qui s'ensuit. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, Brice, est-ce que peux nous parler un peu de toi? Qui es-tu pour commencer? Oui, ce serait super. Mais je suis habitué à faire des lives ou des entrevues où je peux me regarder, où je peux me voir. Là, là, je suis sur les commentaires. Il y a plein de commentaires sur mon visage. Je ne sais pas si je raconte si ce que je dis, si je l'exprime véritablement. J'aime souvent checker pour m'assurer que le message que je transmets est aussi visible à la fois sur la qualité de mes mots que sur l'expression de mon visage, quoi. Mais là, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. C'est la technologie. Ça te fera une nouvelle expérience. C'est ça. C'est une nouvelle expérience. Elle est spéciale. Mais bon, je suis très, très heureux d'être là. En tout cas, merci infiniment, Vanessa. Euh, je voudrais dire merci aussi à toutes les personnes qui sont là et qui nous suivent parce que à chaque fois où les gens nous accordent leur temps, ils nous accordent une partie de leur vie. Et Et moi, je suis très reconnaissant pour ça et je dis merci. Que quelqu'un s'arrête pour une minute, un autre pour 10, 30. Écoute, je valorise le temps de chacun et je dis merci beaucoup d'être là. Euh, pour répondre à ta question, c'est qui est-ce que je suis, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu te, Ben, qualifierais? Comment tu te définirais? je me définis comme étant le monsieur qui, en 2015, lors d'un voyage à Dubaï, assiste à une rencontre pour entrepreneurs. Et puis, vers la fin, deux personnes sont invitées à monter sur scène pour parler de leur business. La première personne avance et elle parle de sa grosse expérience, elle parle de ses certificats, elle parle de ses diplômes. Elle parle même de l'équipe dynamique qui l'accompagne pour lui permettre de délivrer des résultats de qualité. Puis elle descend. La deuxième personne, quand elle monte sur scène, elle raconte une histoire. Et quand elle descend, tout le monde va vers elle pour lui demander sa carte d'affaires, sa carte de visite, au point où elle n'en a plus assez. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est que la première, elle a présenté des faits, la deuxième a raconté une histoire qui a permis de connecter émotionnellement avec les gens, parce que les faits parlent, mais à la fin de la journée, c'est l'histoire qui vend. Qui suis-je? Ben, je suis celui-là qui vous aide à raconter des histoires captivantes, mémorables et inspirantes, un passionné de la prise de parole en public et du leadership, et un modeste contributeur au leadership féminin. Pas au féminisme outrancier, galvaudé, je ne suis pas d'accord avec ces affaires, mais je pense que les femmes ont le droit, comme les hommes, d'être en position de leadership et d'exercer pleinement leur leadership, quoi. C'est pas une concurrence, c'est pas le fait d'écraser une catégorie sexuelle plutôt qu'une autre, mais c'est seulement à chacun et à chacune de prendre la place qui est la sienne et de l'exercer pleinement. Et donc, grâce à ma mère, je me définis également comme un contributeur au leadership féminin. Voilà. Merci Brice pour cette présentation magnifique. Je me suis intéressée à toi premièrement parce que une fois je vais sur LinkedIn et je tombe sur ton profil et c'est écrit, alors corrige-moi si je me trompe, une histoire, toute histoire bien racontée vaut diamant, c'est bien ça? Oui. Voilà. Et cette phrase m'a marquée.
parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui exprimait aussi bien l'importance et la force que les mots peuvent avoir sur la transformation d'une vie, d'un parcours ou même d'un cheminement. Et avant d'arriver à cette partie-là, j'aimerais que tu nous racontes comment tu es. Je suppose que tu n'es pas devenu storyteller du jour au lendemain. Qu'est-ce qui t'a emmené à ça? Pourquoi avoir choisi cette voie? Et surtout, euh, qu'est-ce que fait exactement un storyteller? Parce que les gens qui nous suivent ne connaissent peut-être pas l'importance enfin, ce métier qui est assez spécifique. Tu sais, parfois on est souvent dans des métiers très traditionnels où on a l'habitude de se dire, OK, on sait ce que c'est un comptable, on sait ce que c'est un financier, on sait ce que c'est un acheteur. Mais un storyteller, comment on devient un storyteller? Quel est ton parcours? Quelle est l'histoire qui t'a amené à faire ce métier-là aujourd'hui? Merci Vanessa. Je vais peut-être commencer par la fin, à savoir c'est quoi un storyteller et puis je vais dire pourquoi est-ce que moi j'ai accepté d'embrasser cette profession qui, de mon point de vue, est la plus belle du monde. Et donc, c'est quoi un storytelling, un storyteller? Que fait un storyteller? Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, lorsqu'on est rentré dans la pièce, elle était sombre. Et au bout d'un certain moment, quand il a mis de la lumière, on a vu sur les murs, il y avait des pierres décoratives. Sur le sol, c'était du marbre. Et puis les portes et les fenêtres étaient en style français. On s'est regardé et on s'est dit qu'on voulait. Ça, c'était aussi en 2015, une grosse année pour moi. 2015, c'est l'année où ma femme devait donner naissance à notre premier fils. Et on était à la recherche d'un appartement beaucoup plus grand pour accueillir non seulement le prince qui allait arriver, mais aussi la famille et les amis. Mais notre contrainte n'était pas seulement la grandeur de l'appartement, c'était aussi la qualité et le chic, parce que j'ai une femme qui est exigeante, elle aime la qualité et c'est bien comme ça. Et donc pendant 6 mois, on a cherché en vain, on n'a pas trouvé l'appartement qu'on voulait. Puis un jour, ma belle-mère a en face d'elle un courtier immobilier. Elle prend son téléphone, elle m'appelle, elle me dit, Brice, j'ai devant moi un courtier immobilier. Est-ce que tu voudrais que je lui passe ton numéro de téléphone? Je lui dis oui, avec grand plaisir. Elle passe le numéro de téléphone, il m'appelle, il a quelque chose de disponible. On prend rendez-vous pour le lendemain. Ma femme et moi, elle est enceinte, on conduit, on va visiter l'appartement. Quand on entre dans la pièce, comme j'ai dit, c'était à Douala, le soleil et tout. Quand tu sors de l'extérieur, tu rentres. En général, la salle est un peu sombre et tout. Donc, c'était sombre, on ne voyait pas tous les détails. Mais seulement quand il allume, paf, quand il met de la lumière, ben, on voit des détails comme les pierres décoratives, le marbre sur le sol, les fenêtres et les portes en style français. Et permet de comprendre que voici ce qu'on veut. On n'a même plus posé de questions sur les prix, etc. Le prix n'avait pas d'importance, c'est qu'on avait trouvé ce qu'on voulait. Et donc, on a pris cet appartement. On a pris cet appartement. Voilà donc ce que fait un storyteller. Un storyteller met de la lumière sur le savoir-faire, met de la lumière sur le savoir-être, met de la lumière sur les valeurs afin que les personnes qui sont en contact avec ce savoir-faire, ce savoir-être, ces valeurs-là puissent se rendre compte que, ah, voici ce que je cherche. C'est pour ça que si tu es entrepreneur, tu vas utiliser le storytelling pour mettre de la lumière sur ce que tu as à vendre. Si tu es un leader, un manager en entreprise, tu vas utiliser le storytelling pour mettre de la lumière sur tes valeurs parce que tu veux que l'équipe soit mobilisée, qu'elle soit fédérée autour de ce que tu fais. Un storyteller, en un mot, c'est un metteur de lumière. Exactement comme ce courtier immobilier l'a fait quand on est allé visiter l'appartement. En Donc, ma parlant de ça, grossesse, une classe dit que les effets que tu as fait tout à l'heure de lumière, elle dit c'est top. oui, je me permets d'être, j'ose être, j'ai écouté Stromae l'autre jour sur TF1 et j'étais allumé comme tout parce que c'est ce que je prescris, quoi. Faut être créatif, faut jouer, quand vous regardez Barack Obama, c'est ça. Il a montré que non, la prise de parole, la communication, mais il faut savoir jouer, il faut créer, et c'est ça qui marque les gens. Aujourd'hui, peut-être que les gens partiront d'ici en se souvenant de ce geste, la lumière allumée, la lumière éteinte, peut-être, et ça va faire que, voilà, ils puissent avoir quelque chose. Donc, c'est ça ce que c'est qu'un storyteller. Maintenant, pour revenir à moi, comment suis-je devenu storyteller? C'est quoi mon histoire avec le storytelling? Ce que je dois dire, c'est que le storytelling m'a choisi
et j'ai accepté d'en faire mon expertise afin d'aider un maximum de personnes à travers le monde et précisément dans la francophonie. Je suis né d'une mère peu scolarisée, ambitieuse, battante, commerçante qui voyageait à travers le monde, faisait ses business et puis revenait au Cameroun. Et d'un père plutôt qui ne prenait pas beaucoup de risques, très réservé. Mon père ne parle pas beaucoup. Et les deux, finalement, se sont séparés. Ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et mon père allait me laisser au village chez ma grand-mère parce que bon, il y avait personne pour rester en ville avec moi quand il devait sortir et aller travailler. Le jour où je suis arrivé au village, il, euh, il m'a laissé dans un environnement qui pour moi était spécial, je dois le dire. Parce que c'était à l'ouest du Cameroun, dans le village qui s'appelle Fotouli. Il n'y avait pas de goudron, pas d'électricité. Tous les visages que j'avais autour de moi m'étaient inconnus. Personne d'entre eux ne parlait français et il faisait froid. Froid par rapport à Douala, pas par rapport au Québec. Actuellement, on est à moins 31 ici où je suis. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Il fait le 25 degrés là-bas, mais il faisait froid parce que je venais de Douala. Et cet après-midi-là, j'ai tellement pleuré. Ma grand-mère dit elle n'avait jamais vu quelqu'un pleurer comme ça. Elle est allée faire des rites dans le fleuve, elle est allée faire des rites dans la forêt sacrée, mais rien n'a changé. Parce qu'elle se disait peut-être que les esprits du village ne voulaient pas de moi, mais rien n'a changé. J'ai continué de pleurer jusqu'au soir. On était assis à la cuisine de bois. Il y avait le feu de bois. On était tous autour de la cuisine. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Ma grand-mère me porte et me pose sur ses cuisses. Et là, il y a quelqu'un dans la salle qui dit Tony, Tony. Et les autres reprennent Tony. Puis la personne reprend Tony, Tony. Et les autres répondent Tony. Et puis la personne se met à conter une histoire. Ma grand-mère raconte qu'à cet instant spécifique-là, je me suis tue. J'ai arrêté de pleurer. Un peu comme un enfant dont l'âme est troublée, il écoute une douce mélodie et son cœur s'apaise. Ouais. Ce fut mon cas. Mon cœur s'est apaisé et j'ai arrêté de pleurer. Alors que, souvenez-vous, personne ne parlait français, dont la personne racontait en dialecte. Je ne comprenais donc pas le dialecte, mais quelque chose s'est passé et je me suis tué. Environ 2 ans après, mon père se remarie et je retourne au village, j'arrive au village, je retourne en ville. Et bon, depuis que ma mère était partie, je ne l'avais pas vue, je ne l'avais pas revue. Et j'arrive en ville, je la cherche, je demande à mon père. Mon père me dit, elle est partie, je ne sais pas pourquoi elle est partie. Et puis ma nouvelle mère est là, la femme de mon père est là. Sauf qu'entre elle et moi, ça va très très mal se passer dès le premier soir. Dès le premier soir où je suis arrivé à la maison. Et ça va être ça jusqu'à ce que je quitte la maison. Donc, la maison de mon père, pour moi, n'était pas un espace forcément où je me sentais très, très à l'aise avec ma nouvelle maman. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en grandissant, je vais être très, très mal dans ma peau. Hein. Je suis un enfant mal dans ma peau. Et parce que d'une part, j'estime que chez mon père, j'ai l'impression de ne pas être chez moi, de mendier l'espace et tout. Et d'autre part, ma mère n'est toujours pas revenue, elle n'a jamais refait signe de vie, personne ne sait où elle est. Et quand je regarde tous mes camarades de classe et amis, en situation monoparentale, sont avec leur mère. Mm. Personne n'a jamais été abandonné par sa mère. Et je grandis comme ça, meurtri dans ma chair, en quête d'amour. Je voulais que tout le monde m'aime, je voulais que les gens m'acceptent, que les gens me donnent leur attention, que les gens me donnent de l'amour. Et, et, et comme à la maison, ça ne se passait pas bien, de façon systématique, pendant les vacances, je disais à papa, envoie-moi au village, je veux passer du temps avec les grands-parents. Donc, je séjournais au village toutes les années, au moins
6 semaines. Au moins, si ça n'est 2 mois plein au village. Et là-bas, il y avait le fameux exercice de Tony, Tony. C'était tous les soirs, hein, quelqu'un disait Tony, 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 et puis on racontait une histoire. Et puis mon grand-père, quand il voulait me passer un message, il me racontait une histoire. Ma grand-mère, quand elle voulait aussi me passer des messages, elle me racontait des histoires. Donc quand je rentrais en ville, qu'est-ce que je faisais? Je faisais la même chose. Je racontais des histoires tout le temps dans mes communications et les gens étaient bluffés. Jusqu'au jour où je constate que un jour, je vais rendre visite à mon ami Stéphane, Stéphane Ekani. Il va se reconnaître si il regarde cette vidéo, Stéphane. C'était vraiment mon ami, mon frère jumeau. Et un jour, je suis en train de parler et sa grande sœur passe, Laurence, elle est décédée déjà, et elle m'écoute parler dans le salon. Et nous aussi, nous, on la suit, on rentre aussi dans le salon. Et elle dit à ses parents, waouh, vous avez écouté comment il parle? Écoutez comment il parle. Elle était tellement impressionnée. Et les parents m'ont demandé de redire ce que je disais. Et je me suis mis à parler. Ils ont été bluffés. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que j'avais quelque chose de spécial dans ma façon de communiquer. Et puis, bon, chemin faisant, quand je me suis rendu compte que ça plaisait aux gens, j'ai décidé d'en abuser puisque j'avais besoin de l'attention et de l'amour. Donc, je le Ouais. faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'ai grandi comme ça en intégrant aussi rapidement des clubs, des associations. Rapidement, j'ai développé mon leadership. J'ai grandi et boum, un jour de 2016, ma mère revient miraculeusement. Elle rentre et elle est ramenée au Cameroun par une inconnue, une dame qui a rencontré ma mère dans les rues d'un pays étranger. Cette dame me dit, Brice, je, je passais dans la rue, ta mère m'a interpellé. Et puis elle m'a dit, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux rentrer au Cameroun, je veux revoir mon fils, s'il vous plaît, je suis pas folle, aidez-moi. Et quand je me suis rapproché de ta mère, elle m'a raconté son histoire. Je n'ai pas pu résister. J'ai décidé de la prendre de la rue, de l'amener chez moi où je l'ai hébergée. Et quand je rentrais au Cameroun, j'ai décidé de rentrer avec elle. Elle Je me vivait suis... dans la, Tu dis? elle vivait dans la rue à ce moment-là. Oui. Ma mère souffrait de crise de folie. Elle vivait dans la rue. Elle était dépourvue de tout, même pas son certificat de naissance. Elle n'avait plus rien. Et elle faisait des crises de folie. Donc cette dame a été touchée par l'histoire de ma mère et elle a prise, elle a aidé et elle a ramené. C'est ainsi en juillet 2016, je revois ma mère plus de 25 ans après. Alors qu'on m'avait même dit à un moment donné, c'est-à-dire en 2012, on m'avait annoncé son décès et tout, et qu'elle serait décédée. Donc j'ai revu miraculeusement ma mère en 2016 et surtout, je me suis rendu compte à quel point la communication narrative était puissante. Parce que cette dame avait été touchée non pas par quoi? Par l'argent que ma mère lui aurait donné, par l'attitude, je ne sais pas moi par quoi, mais elle a été touchée par l'histoire que ma mère lui a racontée. Et ce jour-là, quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, c'est le moment. Je dois me lancer dans le storytelling. Je me rends compte à quel point les histoires sont puissantes, à quel point les mots sont puissants. J'étais le salarié, je travaillais pour Nestlé au Cameroun et en tant que travailleur, là, je faisais à la fois du procurement, j'étais acheteur, mais j'étais aussi pilier de mon département dans tout ce qui était amélioration continue. Donc, je faisais du training, du coaching et de l'assessment presque tous les jours dans mon département en tant que pilier du département. Donc, tout le temps, j'exerçais mes capacités communicationnelles, de présentation et tout. Et, et, et tout le monde me disait, tu as quelque chose de spécial, quoi. Par exemple, le comité de direction disait, Brice, il est bon dans ce qu'il fait. Et donc, je sens que il faut que je fasse ça, il faut que je quitte tout et que j'aille faire ça. Et c'est comme ça que finalement, bon, c'est pas facile. Vous savez, vous les femmes, vous aimez la sécurité, il faut pas bousculer les choses. Vraiment, non, c'est encore quoi cette affaire? Non, mais c'était beaucoup plus fort que moi. Je travaillais dans cette entreprise-là, j'avais un niveau de vie largement au-dessus de la moyenne camerounaise. Je me payais des vacances à Dubaï avec femmes, enfants. Bref, on avait un minimum de confort. Et, mais
mais je sentais qu'il fallait que je prenne le risque de me lancer dans quelque chose que les gens ne comprenaient même pas d'ailleurs dans mon environnement quand j'ai commencé. Et donc, c'est comme ça que finalement, je démissionne et je me lance dans le storytelling. Je crée mon cabinet sur place et, et c'est parti. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille comme l'entrepreneuriat, comme toute activité entrepreneuriale, hein. Mais encore plus quand tu te lances dans un domaine que les gens ne saisissent pas, faut d'abord les éduquer là-dessus avant de leur proposer des services, avant de le leur vendre, quoi. Et ça n'a pas été évident. Donc voilà comment je me retrouve dans le storytelling et la raison pour laquelle je mets un accent sur la gente féminine, la contribution au leadership féminin, c'est que ma mère, tu vois, elle m'a fait un cadeau extraordinaire. Je veux dire un double cadeau. Le premier cadeau, c'est un trip d'ailleurs. Le premier cadeau, c'est qu'elle a donné naissance, elle m'a accouché. Elle aurait pu m'avorter. Et tel qu'on me parle d'elle, c'était vraiment une dame assez charismatique, très libre dans sa tête. Donc, elle pouvait même décider de m'avorter, mais elle n'a pas fait, elle m'a gardé. Donc, premier cadeau, c'est de m'avoir gardé. Deuxième cadeau, c'est de m'avoir abandonné. Si elle ne m'avait pas abandonné, j'aurais jamais eu cette relation que j'ai eue avec mes grands-parents. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que je publie régulièrement des textes, des histoires, des choses que j'ai vécues au village et tout, parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas avec mes grands-parents. Ma grand-mère m'a fait l'honneur de mourir entre mes bras à l'hôpital. Donc, euh, le fait que ma mère m'a abandonné, c'était ce qu'il fallait et je lui suis reconnaissant. Et troisième chose, troisième cadeau qu'elle m'a fait, c'est d'avoir raconté son histoire à cet inconnu dans la rue. Parce que si elle n'avait pas raconté son histoire, je ne serais pas là aujourd'hui à vous raconter la mienne. Merci. C'est extrêmement touchant ce que tu es en train de me dire là et plein de gens dans les commentaires relaient effectivement ce message-là, à quel point ils sont touchés par ton histoire et que il y a Gabriella qui a dit que le fait que tu aies changé de métier, c'est la raison versus l'intuition. Il y a Moitié Lune qui dit le cri de la passion et apparemment tu as un fervent admirateur qui est Gilles Amadou Koni qui dit Brice est Oh, précieux et il changera votre vie. Et non, c'est pas mon admirateur. Non, 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 non. Écoutez, écoutez. Gilles, moi, je vous dis, allez le suivre, je vous en prie. Il a mis son commentaire là, j'ai pas vu. Allez le Mhm. suivre. Gilles, c'est mon mentor. En Ah matière oui, de prise de parole en public, c'est un maître. d'accord. Gilles, c'est des précieux sésames que l'Afrique possède. Écoutez, c'est un grand frère, c'est un père, Gilles. Gilles, c'est pas mon ami, c'est pas un admirateur pour moi. Non, 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 c'est un père pour moi, c'est mon mentor. Écoutez, il a fait des choses extraordinaires dans son parcours entrepreneur. Déjà, en tant que salarié, il a été jusqu'à directeur général et tout d'une grosse boîte de Xerox. Mhm. Il a été à la tête tu vois, de nombreuses équipes, de milliers de personnes. Donc, c'est un fin communicateur, un fin orateur. Je ne l'atteins pas à la cheville. Et deuxième chose, c'est que Gilles, cœur servir. Vous savez, regardez le commentaire qu'il fait et écoutez ma Mhm. réponse. Donc, vous voyez où il est, mais regardez le type de commentaire qu'il fait. Ça, c'est rare. Et ça, je vais profiter pour passer peut-être un petit coup de gueule à certains de nos aînés africains et nos parents. Gilles, c'est celui qui va toujours être en train de vouloir servir, alors que c'est le plus grand d'entre nous. Honnêtement, c'est le plus grand dans son domaine. Et moi, je suis très, très honoré qu'il soit là. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Il fallait que je rétablisse la vérité, parce que c'est pas un C'est un admirateur. il fait et je pense qu'il en sera touché. Alors, dis-moi, tu nous dis que à ce moment clé de ta vie, tu quittes ton entreprise où tu avais un niveau de vie au-dessus de la moyenne camerounaise, que tu pouvais offrir une certaine sécurité à ta famille. Une fois que tu te lances dans l'entrepreneuriat, parce que le storytelling ou être storyteller en Afrique en 2015 n'est pas forcément monnaie courante. Comment tu arrives à convaincre les gens que ton apport est nécessaire, indispensable et qui va peut-être les aider aussi à décrocher le contrat dont ils rêvent? Parce que
Ce que tu me racontes là me fait écho, vu en 2018, je pense, je me retrouve à San Francisco et j'assiste pour la première fois de ma vie à un pitch d'entrepreneurs qui venaient raconter un peu leur projet autour d'un parterre d'investisseurs pour pouvoir vendre leur projet afin de se faire financer. Et ceux qui partaient avec un financement n'étaient pas forcément ceux qui avaient les meilleurs projets, mais c'est ceux qui le racontaient le mieux. Et donc, du coup, ça m'a marqué parce que c'est un exercice que je n'avais jamais vu en Afrique. Donc, toi, dans cette posture, comment tu es arrivé à ce moment-là au Cameroun à te lancer dans ce secteur assez confidentiel et pouvoir te faire la renommée que tu as eue par la suite et t'exporter aussi plus tard pour en faire réellement un métier. J'aimerais bien que tu me racontes ce parcours-là, ce que tu as vécu, comment tu as vécu ces difficultés et surtout quels ont été les outils qui t'ont permis de t'en sortir. Merci, Vanessa. Effectivement, ça a été, ça a été très difficile. Quand j'y pense, ça m'émeut quelquefois aux larmes. Parce que, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux continuer à faire vivre ça aux personnes que j'aime le plus au monde, enfants, épouses, parce que c'était difficile. Vous savez, on m'a souvent traité de fou, on dit ce gars, c'est un malade, c'est quelqu'un qui... C'est quand j'ai découvert Steve Jobs que j'ai compris que oui, il fallait un brin de folie justement pour changer les choses. Je ne sais même pas si j'ai les chances, mais je sais que je fais les choses que j'aime, je fais la chose que j'aime le plus. Mais ça a été difficile. Je dois avouer que deux ou trois principales choses m'ont aidé à m'en sortir. La première, c'est les personnes. Quand on parle souvent de self-made, tout ça là, moi ça me fait souvent rigoler. Je sais pas si on peut être self-made, je sais pas. C'est pas possible. Il faut toujours quelqu'un t'ouvre la porte, il faut toujours quelqu'un t'écoute, toujours, il y a toujours quelqu'un qui va t'écouter et qui va. Donc les hommes. Deuxième chose, c'est l'authenticité. Je sais pas si vous le sentez, mais on me dit toujours, c'est que je suis tellement habité par ce que je transmets que de pas ressentir quelque chose quand je parle de ce que je fais. Je sais pas si c'est vrai, j'aime souvent dire aux gens, bah, écoutez, c'est difficile de mentir parce que pendant que je suis en train de parler, si je ne suis pas en train de pratiquer ce que j'enseigne, vous le voyez tout de suite. Si j'ai lu deux, trois livres et que je viens vous faire des choses théoriques, ça se voit tout de suite. Donc, si j'ai de la profondeur, ça va se voir aussi. Et je crois que la profondeur que j'avais, mon histoire, ma relation avec le storytelling est tellement forte que les gens m'ont tenu par les mains. La première personne qui a été là et qui m'a aidé à m'en sortir, c'est mon épouse. Parce que si elle n'avait pas été là, je serais retourné au salariat. Mm. Ouais, c'est arrivé. Un jour, j'ai failli retourner au salariat. Et je vous raconte cette petite anecdote. On est à la maison, c'est difficile, on n'arrive pas à manger normalement, on se bat à gauche et à droite, les petites réserves qu'on a, c'est terminé. Mon épouse elle-même, qui venait d'accoucher, avait la veille de ma démission, elle aussi, elle avait perdu son emploi peut-être 3 semaines ou 4 semaines avant, parce que la société pour laquelle elle travaillait avait fait banqueroute. La maison mère avait fait banqueroute en France, donc ils ont fermé toutes les filiales en Afrique aussi. Et donc, elle était au chômage, elle est enceinte, elle accouche. Et puis moi aussi, entre-temps, je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc, on a quelques réserves, c'est sûr, on a quelques réserves, mais ça s'égrène rapidement, ça s'épuise très rapidement. Et donc, un matin, un ami m'appelle et me dit, Brice, je connais un endroit où on vend des couches jetables. C'est un excellent réseau.
comme tu as un petit enfant, moi aussi j'ai le mien, c'est là où j'achète, j'ai découvert ça, j'achète depuis et c'est top. Donc je sais que tu aimes les choses propres, les choses chic, viens, c'est bien, je te l'avoue, machin, j'ai expérimenté. Je me lève et puis on va acheter. On arrive là-bas, je vois un conteneur, un grand conteneur, c'était peut-être un 20 pieds ou un 40 pieds. Non, 20 pieds, c'était un 20 pieds. Et à l'intérieur, les couches sont versées en vrac. Et oh, une couche à 10 francs CFA. 10 francs CFA. Comment ils ont Une, réussi à... une couche. Je ne me pose pas de questions parce que je fais entièrement confiance à mon ami. Ouais. Il connaît mon niveau d'exigence et lui aussi, c'est quelqu'un de propre, c'est quelqu'un qui est aussi exigeant. Donc, je prends, je dis, bon, je ramasse pour 1000 francs rempli, 100 couches. J'arrive à la maison avec 100 couches. C'était dans un grand plastique transparent blanc. Et quand j'entre à la maison avec mon épouse, me voit et elle me dit, mais chérie, c'est quoi ça? Je dis, non, c'est des couches. Elle me dit, mais pourquoi tu achètes autant de couches? Tu investis autant d'argent sur les couches alors que on ne sait pas de quoi demain est fait. Quand on achète juste un peu, on utilise et puis demain on va acheter d'autres. Mais entre-temps, on peut avoir notre besoin. Le gaz peut terminer. Vous savez, le gaz, c'est en prépayé. On achète le gaz, on consomme. Et... Donc, on s'est retrouvé parfois avec la nourriture au feu et puis paf, le gaz termine. Et je n'ai même pas 6 000 francs pour acheter le gaz. Hein, c'est arrivé. Et ma femme, non, écoute, c'est elle. Je ne vais pas prononcer le nom de mon ami ici, mais je dis c'est elle, c'est lui qui m'a parlé de ça et tout. Elle aussi, elle lui fait confiance, elle le connaît, elle dit, ok, mais bon, c'est quand même bizarre, je trouve que 10 francs la couche, non, il y a quelque chose qui tourne par an. Je dis, non, il utilise ça depuis, ça marche avec lui. Je dis, ok. On a donc longé l'enfant le soir avec ça, et puis on va se coucher le lendemain matin, je suis aux toilettes en train de me laver les dents, et ma femme, elle doit changer l'enfant. Et je l'entends crier, c'est quoi ça? Bon, comme elle changeait l'enfant dans la chambre et puis on avait les toilettes dans la chambre, j'étais juste à côté, quoi. J'ai écouté, elle a crié fort, ça m'a fait sursauter. Je sors, je dis, mais c'est quoi, chérie? Elle me dit, regarde, regarde. Et j'avance quand je regarde. Ce que j'ai vu était dégueulasse. La peau des fesses de mon fils avait pourri en une nuit. Je suis retourné aux toilettes. J'ai pleuré. Ça m'a tellement fait mal. Vous savez, on avait déjà eu des coups durs, on avait déjà eu, voilà, pas de gaz, pas de nourriture, pas de machin. Ma femme, je ne pouvais pas lui offrir une chaîne, un cadeau, machin. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Mais là, c'était le plus difficile. Et ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, non, je vais arrêter ça. Ça vaut pas la peine. Je vais, euh, je vais retourner travailler en tant que salarié. Et c'est ma femme, après, qui est venue me voir aux toilettes. Après, peut-être, je suis resté aux toilettes peut-être 30 minutes. Je pleurais, j'étais en colère envers moi. En colère. Et elle est venue me voir. Elle m'a serré comme ça contre sa poitrine et elle m'a dit, ça va aller. Elle m'a dit, ça va aller, chérie. Je lui ai dit non, ça va pas. Habituellement, tout le monde me connaît, même quand j'étais salarié. Je suis un gars qui est positif. C'est difficile que les choses m'ébranlent. Ouais, je suis émotif, je suis mélanco-colérique, je suis un hypersensible. Je pleure facilement. Moi, je pleure. Je regarde un film, ça m'émeut, je pleure. Je suis content, je pleure, machin, je pleure. Non, ça, c'est... Avant, on me disait, non, non, garçon, ne pleure pas comme ça. Je dis, taisez-vous, moi, je suis un vrai homme. Vous n'avez qu'à demander à ma femme. Mais je pleure beaucoup, je suis très émotif. Et j'ai vu que c'était la marque de tous les créatifs. Les grands créatifs sont très émotifs. Donc, C'est vrai. voilà. Mais là, ma femme, elle m'a consolé, m'a dit non, chérie, hein, ça va aller, non, non, n'abandonne pas, machin et tout. Elle a été là. Quand je vous disais que les hommes, ça prend quelqu'un d'être là,
Elle est la première à avoir joué un rôle capital. Mis à part elle, j'ai des grands frères autour de moi qui m'ont beaucoup soutenu. Emmanuel, c'était un grand frère qui était là tous les jours avec moi, qui me disait, gars, tu es un... Il disait, il aimait souvent me dire, tu es un... Il avait une façon de m'appeler pour dire que j'ai un moral qu'il ne comprend pas. Que, gars, tu as un moral et tout. Donc, il a été là. Et puis, j'ai d'autres grands frères, des aînés bien placés et tout. Et donc, mon premier contrat vient d'une rencontre où je vais, un grand frère m'amène rencontrer un groupe d'amis qu'il a. Et puis, je leur parle de moi, de ce que je fais et tout. Et le lendemain, je décroche mes premiers contrats parce que quelqu'un m'a amené quelque part. Et comme j'avais le pitch qu'il faut, ils ont vu dans mon pitch que j'étais capable de les amener aussi à faire de meilleurs pitchs ou amener leurs équipes à faire de meilleurs pitchs parce que c'est principalement les entreprises. Au Cameroun, mes premiers véritables clients, c'était des entreprises. Par contre, quand je me suis mis sur Internet, mes premiers clients individuels étaient plutôt, sont venus de la France, de quelques pays d'Europe, c'était mes premiers clients. Donc, ce qui m'a permis de m'en sortir, malgré le contexte, malgré le fait que les gens ne comprenaient pas ce que je faisais comme activité, c'est que j'ai eu des hommes, femmes autour de moi pour me soutenir moralement quand je voulais tout abandonner, pour me montrer le chemin, pour m'ouvrir la porte. C'est ça. Il y a par exemple le grand frère Roland Kouemen, qui lui m'a permis aussi de gagner des contrats. Il a un excellent cabinet de formation. C'est aussi un mentor à moi, mentor d'affaires, parce qu'il a été là au début. Et il me disait toujours, Brice, c'est la confiance, ça prend la confiance. Tu gagnes la confiance des gens, c'est sûr que tu vas gagner des marchés. Et il m'a ouvert des portes lui aussi. Donc voilà comment je m'en suis sorti dans un contexte camerounais avant d'exporter ça et puis finalement moi aussi de m'expatrier quelques années après. C'est ça, c'est des hommes et des femmes qui étaient autour de moi et c'est l'authenticité de mon discours et de ce que je vends, quoi. Extrêmement, extrêmement passionnant. Alors, là, je vais faire une petite parenthèse en disant, pour devenir storyteller, qu'est-ce qu'il faut? Imagine, on a pas mal de gens qui sont en train de se connecter au fur et à mesure, qui se disent, qui sont passionnés par ce que tu fais ou qu'ils avaient envie de faire ce métier, mais ne savent pas comment faire. Dans nos pays africains, on n'a pas vraiment d'école ou de structure ou même quelconque forum qui nous aide à devenir storyteller. Pour être storyteller, qu'est-ce qu'il faut et comment on le devient? Je crois que pour devenir storyteller, la première chose, ça doit être l'appel. L'appel en termes de vocation. C'est c'est pas, c'est un, si un storyteller, c'est quelqu'un qui a la capacité de prendre les gens à un endroit, les amener à un autre, les faire voyager, leur faire vivre des expériences émotionnelles, sensorielles, etc. C'est quelqu'un qui est très, dans sa communication, que ce soit à l'écrit, quand il raconte des histoires ou bien quand il parle, il est capable de jouer avec le cœur des gens. Donc, s'il n'est pas mu par quelque chose de positif, il peut créer des dégâts. C'est pour ça que, oui, d'ailleurs, je l'annonce en exclusivité, on est en train de travailler pour, probablement début 2023, une certification là-dessus pour les storytellers, pour les gens qui veulent en faire carrière et tout. Il y a notre filiale qui va être créée probablement cette année. On aura une filiale probablement cette année à Abidjan, une finale de. Ça va pas être une, je sais pas si ça va être une filiale ou succursale, mais elle va être totalement indépendante de l'entreprise qu'on a ici au Canada pour que, voilà, les taxes aussi, les impôts, qu'on puisse payer des impôts sur place, sur le continent. Parce que jusqu'ici, on a des clients mais qui payent et puis on verse ici au Canada alors que c'est des clients qui sont sur le continent. Je me dis, c'est pas juste quoi, on doit travailler aussi à avoir quelque chose sur place. Donc, on aura une certification comme ça pour aider les gens dans le parcours pour celles et ceux qui voudraient devenir des storytellers. Donc, la première chose, c'est ça, c'est que ça doit être un appel pour vous faire voir quelque chose. Vous savez, je crois que c'est mars 2020, soit mars, soit avril. Je ne suis pas toujours très précis sur le mois spécifiquement, mais soit mars, soit avril 2020, un jeune homme se dispute avec sa mère, il est environ 10 heures du matin, c'était en France. Il prend le couteau, il poignarde sa mère
et elle décède sur le champ. Et c'est tellement choquant parce que c'est le même couteau que sa mère utilisait pour lui faire à manger et préserver sa vie. Il a utilisé le même couteau pour ôter la vie de sa mère. C'est la même chose avec le storytelling. Le storytelling est comme un couteau. Si tu le remets à un brigand, il va s'en servir pour ôter les vies. Si tu le remets à un chef, il va s'en servir pour couper des légumes, couper de la viande et faire à manger aux gens. C'est pour ça que ça prend un appel. Il faut avoir une vocation, il faut avoir quelque chose. Il faut vouloir nourrir les gens, il faut vouloir donner pour être storyteller. Sinon, tu vas faire des gaffes. On a vu d'un côté Martin Luther King utiliser le storytelling pour mobiliser les gens et se battre pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Mais de l'autre côté aussi, on a vu un gars comme Hitler utiliser le même pouvoir narratif de propagande, de communication, d'influence, mobiliser les gens pour aller détruire le monde. C'était la même chose, le storytelling. Donc, c'est pour ça qu'il faut un appel. Et après, derrière, il n'y a pas forcément de structure à ce que je sache qui forme dessus, sur le parcours, comment devenir. Après, comme si je reviens à moi, c'est mon histoire d'abord. J'ai grandi dans la communication narrative. J'ai eu cette histoire avec ma mère qui est extraordinaire. La vie a voulu que ce soit ainsi. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ce que parfois on nous reproche dans notre communauté, c'est que parfois on n'a pas le sens du, de la modélisation. C'est-à-dire que parfois, on sait très bien faire des choses, un peu comme nos mamans ou bien nos femmes au pays. Ils savent que si elles veulent préparer, je ne sais pas moi, un repas, elles savent exactement ce qu'elle va mettre comme condiment, machin et tout. Mais si tu te demandes quelle est la recette derrière, c'est difficile qu'elles te disent, mais tel truc, tel truc, tel truc. Donc, cette modélisation-là, parfois, on ne l'a pas. Et bon, moi, j'ai réussi à le faire. C'est-à-dire que j'ai réussi à modéliser une approche qui permet justement de prendre quelqu'un à un niveau et l'amener à un autre niveau avec les différents paliers nécessaires. D'ailleurs, c'est ce que la plupart de mes clients caucasiens me disent quand ils sont impressionnés de voir la science derrière mon approche, la démarche structurée et tout. C'est ce qu'il faut. Il faut se former là-dessus. Il faut beaucoup lire. Un storyteller, c'est quelqu'un qui aime lire, c'est quelqu'un qui lit de tout. Parce que je dis souvent aux gens, euh, il faut être capable de transformer n'importe quel événement banal en une histoire inspirante. Le saut d'un écureuil ici doit pouvoir t'inspirer quelque chose. Une voiture qui passe doit pouvoir t'inspirer quelque chose. Et c'est en ça que tu es storyteller. Alors, beaucoup de curiosité et de créativité aussi, parce que finalement, le fait de prendre n'importe quel événement et de le transformer en une histoire inspirante, c'est de la créativité. Donc, ça prend et puis il y a beaucoup de livres. Malheureusement, je vois pas beaucoup. Moi, j'en ai lu aussi beaucoup sur le storytelling, Oui. mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans la francophonie et encore moins en Afrique. Et bon, pourtant, c'est nous qui sommes le berceau du storytelling. L'Afrique C'est est le peut-être berceau. pour toi d'en faire un, justement. Ben oui, on y travaille, c'est pour bientôt. Alors, tu as Donc, qui donne un commentaire intéressant. Il dit être storyteller, en quelque sorte, c'est chuchoter à l'âme de celui qui écoute. C'est une question qui te pose. ouais, c'est tellement bien dit. Oui, c'est chuchoter à l'âme de celui qui écoute. Parce que justement, le storyteller ne parle pas au cerveau des gens, mais il parle à l'âme, au cœur des gens. Et je ne sais pas, j'espère que je vous parle à votre âme, parce que si je dis ça, on va me dire, mais depuis que tu parles là, tu fais que parler à mon cerveau, tu parles pas à mon âme. À, à la fin, je vais faire une première aujourd'hui. À la fin de notre discussion, je vais inviter quelques personnes à nous rejoindre pour venir dire ce qu'ils ont pensé en fait de tout ce que tu leur as raconté de vive voix. Comme ça, on aura la réalité. Oui! Super, super. Alors, tu disais donc. Donc, je disais que c'est ça, hein, globalement, pour devenir storyteller, c'est ça, c'est savoir un appel, se sentir une vocation, la vocation de donner, et derrière, de pouvoir s'équiper, quoi, de prendre peut-être une formation, de beaucoup lire, de lire beaucoup et d'être créatif, de faire jouer sa créativité. C'est tout, c'est pas quelque chose de bien compliqué, même si tous les grands de ce monde dans le domaine du storytelling disent que le,
c'est très, très difficile d'être un bon storyteller parce que oui, tout le monde croit raconter des histoires, tout le monde, mais c'est pas toujours ça. Beaucoup de gens racontent des anecdotes plutôt que des histoires. Donc, voilà. C'est vrai, c'est très vrai. Alors, euh, je ne sais pas si, comme moi, tu as remarqué qu'en Afrique, on avait un boom, un essor incroyable d'entrepreneurs dans tous les domaines d'activité, parce qu'effectivement, bien qu'on soit un continent riche, dynamique, avec une jeunesse, le continent avec une jeunesse la plus importante au monde, le travail classique, on va dire, n'est pas forcément à la portée de tous. Donc, chacun essaye à son niveau de construire sa vie et partant de ce fait-là, et surtout avec l'esprit pas mal débrouillard qu'on a en Afrique, les gens se sont lancés justement dans l'entrepreneuriat pour pouvoir s'accomplir et offrir des services. Mais j'ai constaté que bon nombre d'entre eux, parce qu'ils ont besoin de lever des fonds, ils ont besoin de financement parfois dans un projet ou un autre, ils ont du mal à obtenir ces financements parce que ils ne savent pas se vendre et ils ne savent pas vendre leur projet. Et quel conseil tu donnerais à ces jeunes qui vont nous regarder ou même ceux qui vont nous regarder dans ce cas de figure-là pour pouvoir se valoriser? Comment ils peuvent faire en deux, trois mots ou en exemple pour pouvoir se valoriser? En matière de pitch de projet, parce qu'il y a différents types de pitch, hein, pitch de projet, pitch de vente, pitch de réseautage. En matière de pitch de projet, il faut comprendre trois choses. La première chose, c'est qu'on ne prête qu'aux gens qui nous ressemblent. Je répète, on ne prête qu'aux gens qui nous ressemblent. Autrement dit, quand tu vas vers un investisseur, vers des personnes qui peuvent être des investisseurs, qui peuvent devenir tes associés, il faut trouver le moyen de leur ressembler. Et le principe de ressemblance, ce n'est pas forcément une ressemblance physique. Parfois, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Mais c'est un thème de mindset. L'état d'esprit de celui qui te prête. C'est quelqu'un qui a travaillé dur, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui croit en l'argent, qui croit on peut multiplier de l'argent, c'est quelqu'un qui valorise l'argent. Et très souvent, quand les gens arrivent, ils oublient de montrer qu'eux aussi, ils valorisent l'argent. Si tu ne montres pas que tu valorises l'argent, le gars, non, 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 il ne te donne pas. Parce que tu ne lui ressembles pas. Donc, c'est de se dire à qui est-ce que je vais parler, quel est le profil des personnes auprès desquelles je vais aller faire mon pitch. Donc, première chose, c'est ça, on prête. La première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose hyper importante, c'est que on t'a donné l'opportunité de venir parler, ce n'est plus tes chiffres, et ça peut sembler contradictoire avec ce que je venais de dire, mais je vais faire une clarification. Ce n'est pas tes chiffres, les caractéristiques de ton service ou de ton produit qui importent à ce moment-là. Ce n'est plus ça qu'on veut. Parce qu'ils ont déjà vu ton document, ils ont vu ce que tu offres, ils ont vu le service. Tu as le prototype même déjà, tu as essayé de faire des choses, ça marche. Tu as le document, tout est OK. Ils disent, OK, viens pitcher maintenant. Quand tu viens pitcher, ils veulent, ils veulent sentir que ça te vient des tripes, ce projet. Ils veulent sentir que ce n'est pas quelque chose de superficiel. Et pour ça, tu dois donc leur raconter le fameux why, le fameux pourquoi. Quelle est l'histoire derrière ton pourquoi? Pourquoi tu as fait ce métier? Pourquoi tu fais tu inventes ce produit? Pourquoi tu offres ce service? Quelle est l'histoire derrière? Quelle est la douleur que tu portes en toi que la réalisation de ce projet va atténuer? Sentir cette rage, il faut raconter, il faut toujours. Et c'est pas d'inventer des choses qui n'existent pas. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a, à un moment donné de la vie, on a fait un constat, on a vécu quelque chose, il s'est passé quelque chose, et puis bam, on est arrivé à ce qu'on arrive. Comme moi dans le storytelling avec ma mère. Si ma mère n'était pas rentrée en 2016, je ne suis pas sûr que je serais storyteller. Je ne crois même pas. Donc, il y a toujours quelque chose qui s'est passé, quelque chose de fort qu'il faut mettre en avant. Et regardez tous les entrepreneurs américains, notamment,
l'ont compris. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant quand tu viens pitcher. Troisième et dernière chose, c'est qu'il faut comprendre qu'en matière de pitch, la structure minimum, celle de base, celle que j'enseigne régulièrement, c'est trois grandes étapes quand tu fais un pitch. La première étape, c'est la question pourquoi toi? Et c'est un peu lié à ton pourquoi, à l'histoire que je venais de dire, ce que tu dois raconter, c'est ton pourquoi. La deuxième chose, la deuxième histoire que tu es capable de raconter, c'est pourquoi vous les entrepreneurs, vous les investisseurs, pourquoi est-ce qu'on doit se mettre ensemble? Pourquoi c'est vous qui devriez investir dans ce projet, vous et pas quelqu'un d'autre? Parce que c'est ça, c'est de mettre la personne au cœur de ton investissement, qu'elle sente que, waouh, ok, ok. Mais il faut pouvoir raconter une histoire que les gens s'identifient, disent que, ok, ouais, je suis un privilégié, oui. Il faut lire le livre Comment se faire des amis et influencer, là, comment, le nom de Michel, Dale Carnegie. Il Oui. faut pouvoir mettre les gens au cœur de ce que vous racontez, de ce que vous présentez. Et la troisième étape de votre pitch, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi investir maintenant et pas demain? Et c'est une histoire qu'il faut raconter. Parfois, les gens disent, ah, les tendances économiques, maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui est à la mode. Vraiment, c'est maintenant, parce que tout est en train de devenir, l'intelligence artificielle prend de la place, etc. Nanani, nanana. Ça, c'est juste donner des faits. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Dubaï quand j'étais à Dubaï avec les deux personnes qui sont montées parler de leur business. Il faut raconter une autre histoire. Si vous dites, par exemple, que l'intelligence artificielle est à un moment crucial de l'avancée de la technologie ou de l'économie mondiale, racontez une histoire, par exemple, par rapport à un article que vous avez lu. Vous dites qu'un jour, j'étais sur Internet, je me baladais, je suis allé sur le site Internet, je dis n'importe quoi, Forbes.com, et j'ai tapé Intelligent, machin, intelligence artificielle, j'ai tapé IA, tac, 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 et puis, pam, j'ai vu tel article. Quand j'ai lu cet article, voici spécifiquement ce que j'ai tiré de là, qui m'a fait comprendre que c'est maintenant qu'il faut investir et pas demain. Donc, c'est cette structure-là qu'il faut avoir quand on fait un pitch. Et croyez-moi, ça marche. J'ai reçu encore un témoignage d'un grand frère qui est au Gabon, qui m'a sollicité. C'est un grand orateur. Et quand il m'a sollicité, je lui ai dit, grand frère. Il s'appelle Sylvain Boussamba. J'ai dit, grand frère, tu viens me voir pour t'aider. Tu parles là devant la Commission européenne, en Europe, partout, devant tout le monde là. Je vais t'apprendre quoi de nouveau. Il me dit que non, tu sais quoi, moi, je veux voir loin. Et on dit que pour voir loin, il faut se mettre sur les épaules d'un géant. Je dis non, je ne suis pas géant. Il dit non, tu es le géant de ton domaine. Donc, je l'ai formé. Il m'a envoyé une belle vidéo de témoignage il y a, je crois, 2, 3 jours. Il faut que je la publie. Et justement, c'est ça qu'on voyait parce qu'il devait faire un pitch auprès il devait faire un pitch auprès des investisseurs potentiels pour un grand projet à impact africain, plusieurs pays, c'est extraordinaire. Donc, c'est ça, quoi. Voilà, en gros, de façon concrète, ce qu'il faut savoir quand on va pour pitcher. Et avant d'arriver là, s'il faut se vendre régulièrement, c'est de toujours mettre en avant ses valeurs. Quelles sont vos valeurs? Si ta valeur, c'est le travail, quand tu te promets sur les réseaux sociaux, parle du travail, raconte des histoires, fais du storytelling autour de la valeur travail. La première fois où j'ai compris que le travail était important, j'étais à tel endroit, j'ai fait ça, j'ai compris que le travail était important. Un jour, j'ai compris que sans le travail, on peut aller nulle part parce qu'il y avait ça, tac. Ah, si seulement il avait compris qu'il fallait qu'il travaille. J'ai un ami à moi qui était à tel endroit, il a fait ça. Il n'avait pas compris que c'est le travail qui devait l'amener où il devait arriver. Pam! La valeur travail, tu racontes les différentes histoires autour de cette valeur. Si ta valeur, c'est la persévérance, ah, je me suis engagé il y a quelque temps à faire telle chose, j'ai fait ça. Et évidemment, avec tout le contenu de storytelling dans la rédaction, quand on parle de rédaction d'influence et tout. Donc, voilà comment se promouvoir, c'est de promouvoir tes valeurs, de partager des histoires sur ce que tu es et sur ce qui compte pour toi. En gros, c'est ce que je peux dire pour répondre à la question. Mais écoute, moi, ça m'a vraiment captivée parce que
Il y a Fadi aussi qui répond là en disant le fameux pourquoi. Et effectivement, ce pourquoi, il revient très souvent autant dans la communication, le marketing et tous les métiers liés de près ou de loin au commercial, mais pas seulement. Et ce que tu es en train de me dire, si tu veux, me ramène aussi à d'autres expériences que j'ai eu à voir au cours de mon parcours professionnel. Et là, je le retrouve beaucoup chez les jeunes en Afrique. Euh, Tu as des gens qui ont de belles connaissances, qui sont des personnes, tu le sens, très intelligentes, qui peuvent faire des choses intéressantes et apporter une réelle valeur ajoutée à une équipe. Mais quand ils se retrouvent en entretien d'embauche, c'est la catastrophe. Parce que justement, ils ne savent pas dire pourquoi eux. Pourquoi eux et nous ferons un beau mariage, entre guillemets, et pourquoi on doit le choisir lui maintenant, parce que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, voilà comment il aidera l'entreprise à se transformer, à se développer, à progresser. Et je pense que si c'est un secteur dans lequel tu t'es peut-être pas encore intéressé, ce serait vraiment une opportunité de voir comment accompagner aussi ces jeunes en passe de devenir des futurs salariés, en plus d'être des futurs entrepreneurs pour certains, afin de pouvoir décrocher le bon boulot adapté à eux. Malheureusement, dans nos écoles, on ne nous enseigne pas à, à réussir un entretien d'embauche parce qu'on ne le sait pas. On écrit un CV qui raconte pas forcément grand-chose parce que ça raconte, ben, j'ai été à l'école à faire ça, j'ai eu tel diplôme, ok, c'est important, mais ça ne nous raconte pas qui tu es toi en tant que personne. Et quand je te reçois en entretien, euh, ils vont être déboussolés, ils vont chercher leurs mots parce que bien qu'il soit pétri de talent, à ce moment précis, on n'arrive pas à le voir parce que c'est masqué par une grosse couche de stress et parfois de manque de préparation aussi et surtout de ne pas savoir se raconter. Et je pense que ce serait intéressant qu'on mette de la lumière, pour utiliser tes mots, sur ce genre de parcours-là afin de peut-être permettre à plein de personnes de trouver le travail de leur rêve et surtout aux entreprises de trouver le candidat idéal au-delà de ce que le stress peut engendrer comme situation malheureuse. C'est un excellent point. J'essaie de le faire, je participe à des forats, à des trucs pour l'emploi et tout. J'essaie d'accompagner. Ça, c'est vraiment un volet bénévole pour moi parce que c'est pas des gens qui vont me payer puisqu'ils cherchent l'emploi, ils n'ont pas d'argent pour payer. Euh, mais je le fais parce que c'est hyper important. Ce que tu viens de dire là, c'est tellement vrai. Tu sais, un jour, j'ai pris une image avec, je discutais avec un frère euh, ivoirien et je lui ai dit, si quoi, quand les gens ne travaillent pas à maîtriser l'art du storytelling, ils se comportent exactement comme l'agriculteur qui est allé au champ, qui a remué le sol, qui a choisi les bonnes graines, il les a plantées, il a pris soin des plantes, il a sarclé les mauvaises herbes, il s'est battu pendant 6 mois. Et puis quand la récolte arrive, On t'a pas entendu, Bruno. exactement. Allô? Oui, là je t'entends. Tu disais donc? Donc, je disais que c'est comme un agriculteur qui fait les champs, tout est bien, tout est super. Maintenant, lorsque les plantes ont produit de beaux fruits, c'est le temps d'aller récolter. À la maison, il dort, il ne va pas récolter. C'est ce qui se passe lorsque vous avez un savoir-faire, mais vous ne savez pas vous vendre. Se vendre, c'est le temps de récolter. Quand tu es en tant que chercheur d'emploi, tu as magasiné un savoir-faire, peut-être de l'expérience si ce n'est pas ton premier emploi. Et quand tu arrives à l'entretien, c'est le temps de récolter tout le travail que tu as fait là. Totalement. L'emploi, c'est là. Mhm.
Les gens font, ils présentent toujours des faits, des faits, des faits, des faits. Les faits parlent, les faits impressionnent, mais c'est l'histoire qui vend. Ta grosse expérience, tes gros diplômes, tous ces gros trucs qui sont dans ton CV, c'est les faits. La mauvaise nouvelle, c'est que tu n'es pas le seul à avoir ça. Vraiment Non. pas le seul. Il y a plein de gens qui ont ça. Pourquoi toi? C'est pour ça que le titre de mon livre, c'est Pourquoi vous? Pourquoi toi et pas un autre? Parce que tu as la meilleure façon de vendre qui tu es et ce que tu sais faire. C'est pour ça qu'il faut être capable de raconter à chaque fois des histoires, faire du storytelling au cours d'un entretien d'embauche. Ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il y a des questions qui viennent toujours à l'entretien d'embauche. Toujours, toujours. Parlez-moi de vous. Euh, quelle est votre faiblesse ou bien quel est votre défaut? Et le troisième, c'est peut-être pourquoi vous, pourquoi on devrait vous sélectionner et pas un autre candidat. Pour chacune de ces questions, il faut avoir une histoire à raconter. Pas simplement une réponse sèche, pas un fait. Parce que quand vous donnez juste les faits, une expérience émotionnelle qui est vécue par la personne qui vous écoute. La personne n'a aucune expérience sensorielle et n'est pas capable de voir véritablement ce que vous leur montrez. Si je prends l'un de ces exemples, l'une de ces questions, par exemple, quel est votre plus grand, quel est ton défaut ou bien quel est ton plus grand défaut? Quel est le défaut que tu as? Il ne faut pas dire que si par exemple ton défaut c'est quoi? Ne jamais prendre un défaut qui est totalement contraire au travail recherché. Par exemple, tu es comptable, on sait que les comptables, c'est la rigueur des chiffres et tout, ne pas se tromper sur les chiffres. Toi, tu dis que non, tu n'es pas quelqu'un de focus. Ton défaut, c'est que tu n'es pas discipliné. Quelque Ah, chose que tu... On te met de côté tout de suite. Donc, prends un défaut que tu as, toujours être authentique, idéalement, mais prends un défaut que tu as et tu racontes une histoire de comment est-ce que ce défaut-là, tu as détecté que c'est un défaut et comment est-ce que tu t'es débrouillé à l'améliorer à date. Comment hmm. est-ce que tu as amélioré? Ou alors quel est le plan d'amélioration sur lequel tu travailles depuis, je ne sais pas moi, combien de temps? Mais qu'on sente que oui, tu reconnais que tu as ça comme défaut, mais toujours raconter une histoire. Si tu prends par exemple la question de pourquoi on devrait vous sélectionner vous plutôt qu'un autre candidat, la plupart des gens vont répondre soit en rappelant ce qui est déjà sur leur CV. Moi, parce que j'ai un bac plus 5, parce que j'ai 10 ans d'expérience, parce que des choses qui sont déjà écrites et qu'on a déjà vues. Mais si les gens voulaient que vous leur disiez ce qui est sur votre CV, ils ne vous poseraient pas la question puisqu'ils ont le document en main. Oui, c'est vrai. C'est pas intéressant. Ou alors, qu'est-ce que les gens vont faire? Parfois, ils vont rappeler les réponses qu'ils ont déjà données plus tôt au courant de l'interview, au courant de l'entretien. Ce que moi, je vous suggère de faire, c'est l'instant capital. Et jusqu'aujourd'hui, celui qui m'avait recruté chez Nestlé à l'époque, Gilles, un autre Gilles, justement. Et je me disais, ce gars, il dégageait, il disait toujours aux gens, mais le petit là, il dégageait quelque chose de fou. Parce que moi, je suis arrivé avec ma bouteille d'eau, je la pose, assurance terrible. Je m'assois, je réponds. Quand on me dit pourquoi vous et pas un autre candidat, c'est l'instant magique de l'entretien d'embauche. Parce que c'est à ce moment-là que vous clarifiez dans la tête des personnes qui vous interviewent votre position de choix, votre statut. C'est un moment limpide pour vous. Beaucoup de personnes échouent parce que, comme je dis, ils vont répéter ce qui est sur leur CV ou bien machin. Qu'est-ce qu'il faut faire à cet instant spécifique? Vous vous redressez, si vous êtes en veste, vous arrangez votre veste, vous prenez l'assurance et vous dites, si vous voulez savoir pourquoi moi, laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais enfant, je recevais régulièrement des cadeaux de mon père. Quand il rentrait, il nous gardait des yaourts, c'était du lait. Et on avait l'habitude de consommer ça. Puis je me rappelle, un soir, il est rentré et il n'avait rien. Je ne l'avais pas gardé. J'ai pleuré ce soir-là parce que je voulais le yaourt. J'ai pleuré ce soir-là tellement. Et
Et je lui ai dit, un jour, je vais fabriquer mes propres yaourts. Et j'ai grandi avec ça, avec le désir de ne plus dépendre de quelqu'un pour boire des yaourts. J'ai grandi avec ce désir de pouvoir fabriquer les yaourts. Donc aujourd'hui que je suis dans une entreprise où j'ai l'opportunité de vivre au quotidien, de contribuer à la fabrication de ce yaourt, mais je pense que je suis le meilleur candidat parce que je vais me donner à 3000%. Et que le souvenir de ce soir où je n'ai pas eu de yaourt continue de m'habiter. Et c'est lui qui va m'aider à me lever chaque matin pour venir ici, donner mon meilleur pour que chaque enfant de ce pays ait du yaourt le soir quand il rentre. Parce qu'en réalité, mon père m'avait dit qu'il est passé à la boulangerie et il y avait pénurie. Je me battrai pour ça. Est-ce t'a embauché? Dis donc, tu sais, je sais pas si ceux qui nous suivent ont eu le même sentiment que toi, mais je me suis retrouvée dans la salle avec toi au moment de cet entretien en te regardant raconter cette histoire. C'était impressionnant. J'ai vraiment hâte qu'ils nous disent ce qu'ils ont pensé de ça, mais c'est fou. Tu m'as emmené dans cet univers-là alors que ça s'est passé il y a des années et surtout que je n'y étais pas. Mais c'est ça. Et c'est ça, il faut amener les gens à vivre l'expérience. Il faut amener les gens à... C'est pour ça que le storytelling est magique. Et n'inventez pas. Je dis toujours ça. Pas besoin d'inventer parce que un certain vécu. Dès que tu as 10 ans, tu as déjà 10 ans sur Terre. Il y a déjà plein de... Mon fils, tout à l'heure, on était à la bibliothèque, malgré les moins 31 qu'il fait. On essaie de s'imposer cette routine-là aussi pour amener les enfants. Vous savez, avec tout ce qu'on a comme gadget et tout, il faut les amener à lire. Moi, j'ai plein de livres et tout. J'aime que mes enfants apprennent qu'ils lisent, qu'ils se familiarisent aux livres et tout. Donc, on était à la bibliothèque et je cherchais un livre en particulier et j'ai vu l'assistante de bibliothèque, l'a commis au rayon et elle est venue nous aider. Puis, à un moment donné, elle a pris un livre, David, elle avait un livre en main, David contre Goliath. Et mon fils dit, ah tiens, je connais David, l'histoire de David contre Goliath. Elle dit, ah bon, oui. Elle lui dit, raconte-moi. Il dit, oui, David, c'était un petit garçon qui était dans les champs avec les moutons. Il n'était pas fort, il était frêle. Et puis après, il a raconté jusqu'au combat et comment est-ce que David a gagné le combat. Et ça, mon fils n'a que 6 ans. À 6 ans, il est capable de raconter une histoire par rapport à quelque chose qu'il a vécu. Sur la base de... Il voit quelque chose et bam, ça lui inspire quelque chose. Ça lui inspire. Ça inspire à quelqu'un. Bon, c'est le bon français, j'espère. OK. Donc, je ne sais pas si ça l'inspire ou ça lui inspire, mais bon. Donc, vous voyez, c'est pour dire que vous n'avez pas besoin d'inventer des choses. On a tous vécu des choses. La question, c'est comment transformer un événement. Je vous ai dit transformer un événement que vous avez vécu, un événement banal même, en une histoire inspirante en fonction du contexte. Donc, si tu dois aller à un entretien d'embauche, quelle est l'entreprise à laquelle tu viens, à laquelle tu apportes, parce que c'est ça, tu apportes des solutions. Ce qu'on a fait de chercheur d'emploi, machin, non, tu n'es pas chercheur d'emploi, tu es pourvoyeur de solutions. Et c'est l'état d'esprit dans lequel je dis à tous les jeunes de se mettre quand ils vont à un entretien d'embauche. Vous n'allez pas pour avoir un emploi, vous allez pour apporter une solution. Et ça doit être votre mindset, ça doit revenir dans votre vocabulaire, que les gens sentent que vous n'êtes pas là parce que vous venez demander le monde. Ce n'est pas une faveur qu'un recruteur vous fait. Aucun recruteur ne vous ferait la faveur de vous offrir un emploi. Aucun. Ils sont là pour se faire de l'argent. Moi, j'ai mon entreprise, quand je recrute, si tu peux pas faire, je pense que tu peux pas faire le job, je te recrute pas. Donc, si tu viens là en croyant que je vais te faire de la faveur et tout, non, je ne pourrais pas te faire de faveur. C'est exactement l'attitude dans laquelle il faut être. Donc, voilà la réponse que je peux donner, Vanessa. Et là, qui dit que tu incarnes ton job, pas toujours évident d'avoir cette chance au cours d'une vie. Moitié lune qui dit emporté par cette histoire. Tonton Manu dit que inspiration, il met plein de flammes. This Woman Class met des cœurs. Bref, tu nous as conquis ce soir et je suis ravie de savoir que je ne suis pas la seule à être conquise par ton univers, par ton histoire et surtout par ce que tu nous partages ce soir et je t'en remercie énormément.
Alors, tu as parlé de ton livre. J'aimerais savoir, pour ceux qui sont en Afrique, comment ils font pour se procurer ce livre-là. Alors, le livre, pour l'instant, allez sur pourquoi-vous.com, pourquoi-vous.com, et vous téléchargez l'extrait. Il y a un extrait Mhm. gratuit qui est disponible. Téléchargez cet extrait-là et puis ça va nous permettre d'avoir votre courriel, votre adresse courriel. Et quand le livre va être disponible, on va vous contacter pour vous dire comment procéder. Espérons que cette folie Covid et tout ça s'arrête bientôt. Parce qu'on a prévu faire une tournée en Afrique en novembre 2022. Si ça marche pas, on va peut-être reporter à 2023, peut-être février 2023, on va voir. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est d'aller sur pourquoi vous, pourquoi-vous.com et de prendre ça. Et n'hésitez pas aussi à me suivre, comme ça vous serez informé quand je vais me lancer. Ce serait bien, venez me chercher sur, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. Ça me fait plaisir de connecter avec vous et de pouvoir échanger. N'hésitez pas à me laisser des messages aussi. Ça me fait plaisir si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Écoutez, ce sera avec grand, grand plaisir. En tout cas, on mettra toutes ces informations-là dans la description après ce live-là pour que les gens puissent facilement te retrouver. On va arriver, Brie, j'ai pas envie de te quitter parce que c'est vachement passionnant tout ce que tu me racontes là. Euh, mais malheureusement, il le faut. Et avant de laisser la parole aux personnes qui sont avec nous dans le live, qui voudraient s'exprimer, qui pourraient demander à rejoindre le live en vidéo et pour peut-être te poser une question ou du moins raconter ce que cet entretien avec toi leur a inspiré. J'aimerais savoir quels sont les livres, si tu peux nous en citer trois, qui t'ont le plus marqué ou les personnes qui t'ont le plus touché. Au départ, tu as parlé justement de l'histoire de ta mère qui t'a conduit à faire du storytelling, de tes grands-parents qui t'ont donné, on va dire, un peu cette flamme-là pour devenir l'incroyable conteur que tu es devenu aujourd'hui. Euh, mais quelle autre personne ou quel autre livre qui t'ont marqué au cours de ta vie et pourquoi? Wow. Tellement. J'en ai tellement que je saurais par où commencer. Mais il y en a qui sont, il y a un ou deux livres qui sont plus ou moins faciles pour moi à mettre en avant. Mais en termes de personnes, bon, j'ai cité un peu mes mentors, des gens qui m'ont aidé, ma femme, le rôle qu'elle a joué et tout. Mais l'un des premiers livres qui m'a aidé, je le garde encore jusqu'à aujourd'hui, c'est un livre de Normand Vincent Peale dont le titre est Vivez pleinement votre vie. Je ne l'ai jamais très loin, il est là. Ce livre-ci, Vivez pleinement votre vie, du docteur Normand Vincent Peale. Ce livre m'a beaucoup aidé. Je le découvre un jour chez mon ami Rostand Tiencheux. À l'époque, j'étais au Cameroun, ça devait être en 2004 ou 2005. Je passais par une très mauvaise passe. Justement, ma mère me manquait beaucoup. J'étais colérique, j'étais énervé envers le monde entier. Je passais par un moment d'anxiété poussée. C'est maintenant que bon, des années après, je me suis rendu compte que oui, je souffrais d'une grosse anxiété. Bon, c'est des choses qu'on ne connaît pas chez nous. Si tu as un problème émotionnel, on te donne deux, trois baffes et tout se remet en place, quoi. Donc, mais j'ai compris ça. Et puis un jour, je suis tombé sur ce livre chez mon ami Rostand et je lui ai dit, ouais, je crois que je suis pas en train de vivre pleinement ma vie et je voudrais savoir si je peux prendre ce livre. Il me l'a donné, il me l'a offert et ça a été magique. Ma transformation s'est opérée euh, en lisant ce livre-ci, principalement l'avant-dernier chapitre. C'est quelque chose de magique qui s'est passé. Donc ça, c'est un livre, je ne sais pas si c'est encore disponible. C'est le docteur Normand Vincent Peale, celui qui a écrit aussi Le pouvoir des émotions ou du subconscient. Quelque chose comme ça, je crois. Oui, je crois le pouvoir des émotions. Il est très. C'est un Canadien, comme par hasard. Je crois qu'il est décédé depuis longtemps. Et donc, ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre qui m'a beaucoup impacté, c'est un livre que j'ai lu en 2017 ou 2016. Le titre, c'est 21 jours sans se plaindre
de Will Bowen. Will Bowen, il avait lancé une grosse campagne à l'époque avec Maya Angelou. Je ne sais pas si vous connaissez, les gens, tout le monde connaît Maya Angelou. Et l'idée était d'aider les gens à moins se plaindre parce qu'il avait découvert à quel point les plaintes nous détruisaient nous-mêmes et ensuite l'impact que ces plaintes-là auraient sur les autres, quoi. Et il imaginait un monde sans plainte, c'est-à-dire que un monde où on ne se plaint pas, un monde où on trouve des solutions. Et en 2017, j'ai lu son livre, j'ai même lancé un projet qui s'appelait le projet Think Solution et Yano. Et Yano, je crois que c'est même en lingala, et Yano Solution. Ça voulait dire réponse, on a dit réponse. Et dans ce livre m'a vraiment aidé à comprendre que à chaque fois où on se plaint, ben, on se fait mal physiquement, et ensuite éventuellement psychologiquement ou spirituellement avec le fait de mettre un voile, de ne pas voir les solutions. Donc ça, c'est le deuxième livre que j'ai lu qui m'a beaucoup aidé. Et le troisième livre, il est de Paul Smith, Lead with Story. C'est un livre que je recommande beaucoup aux gens qui veulent... ça, ça, with a Story de Paul Smith. J'ai lu ce livre aussi en 2017 ou 2018 et il montre comment est-ce que justement on utilise le storytelling pour l'idée en entreprise. Le leadership, il montre que l'expression de leadership en entreprise se fait avec le storytelling. C'est pas, on n'a pas besoin de 36 000 choses pour exprimer son leadership. C'est le storytelling et il montre comment est-ce qu'en utilisant une histoire, ben, tu peux aider un maximum de personnes autour de toi avec ton leadership. Donc voilà les trois livres que j'ai lus qui m'ont particulièrement marqué. Il y en a plein d'autres hein, qui m'ont marqué, mais bon, je choisis ces trois-là. Merci. Et ça sera ma dernière question. Et ensuite, j'inviterai quelqu'un du public à se connecter pour pouvoir nous échanger avec nous. Si on devait retenir quelque chose de toi ce soir, qu'est-ce que ça serait? Quel est le message que tu souhaiterais transmettre aux générations à venir? Own your bird, own your story, own your life, own your story, own your business, own your story, own your body. Own your story, own your life. Si tu es capable de t'approprier ton histoire, parce que c'est ce que tu as de plus précieux, mais tu t'appropries également ta vie. Si tu es capable de t'approprier ton histoire, parce que c'est ce que tu as le plus précieux, tu es capable de t'approprier ton business et de réussir. Si tu es capable de t'approprier ton histoire, parce que c'est ce que tu as de plus précieux, tu es aussi capable de t'approprier ton corps. Parce que l'apparence physique, tu dois pouvoir l'assumer si tu es capable d'assumer ton histoire. Comme l'a dit Brené Brown, la chose la plus puissante que nous puissions faire, c'est de nous approprier notre histoire. Ton histoire est ton super pouvoir. Alors raconte. Merci. Brice, c'était magnifique. Alors, lequel d'entre vous souhaite nous rejoindre dans la vidéo, peut-être pour dire un mot à Brice de ce que vous avez pensé de son histoire. Je vois qu'il y a moitié lune, moitié soleil qui commente énormément This Woman Class. Alors, j'arrive plus à voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer et nous rejoindre avant que Brice nous quitte pour parler de vive voix? OK. J'arrive pas à voir. Je vois des messages, mais je ne vois pas le... Alors, moi checker.
plein de coucou. Oh là là. Pas C'était à forcément. Instagram. Ouais, comment? Ouais, Je trouve que ça défile énormément. Ça- Bon, on va essayer. Attends. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à rajouter. Bon, j'ai un petit peu de mal à rajouter, euh, à rajouter les gens. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, ok. si j'en crois les commentaires qui sont écrits, les gens ont été touchés par l'histoire que tu as racontée. Ravis aussi. Euh, oh, je pense que j'ai un bug là. Alors, il y a quelqu'un qui dit, This Woman Class dit, je ne peux intervenir, mais j'aimerais dire à Brice merci pour cette expérience. Euh, merci pour cette expérience. Je pense que elle a beaucoup apprécié la vidéo. D'autres ont dit que ton histoire était inspirante. Euh, en tout cas, Merci. alors Fadi dit que le live était... alors merci pour le live, il était très enrichissant. Et puis bon, bah, il y a plein de cœurs. En tout cas, encore infiniment merci. Désolée, j'ai du mal à rajouter là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je te remercie beaucoup et surtout, je vous remercie de nous avoir partagé vos messages en live et remercier Brice aussi pour son incroyable talent d'orateur et surtout de nous avoir raconté un peu ce parcours et exprimé ce qu'était le métier de storyteller et d'avoir partagé avec nous tous ces éléments-là. On mettra en commentaire, Brice, là, je répète encore pour trouver l'extrait de ton livre, donc c'est pourquoi vous.com sur lequel il faudrait qu'on aille tous en masse parce que moi j'ai hâte en tout cas de lire ce que ça va donner. Et Moitié Lune, attends, j'ai un dernier message, elle dit moi je ne peux pas rejoindre le direct mais j'aimerais bien, par contre j'ai un commentaire. Parler d'un projet, c'est d'employer les mots pour faire naître des émotions, donc entre guillemets mots avec un X, aux investisseurs. Donc, c'est ce qu'elle, moitié lune, moitié soleil, retient de de ce que tu as dit, de ce que tu dit tout à l'heure. Et elle rajoute comme pansement. Oh, merci, bonne classe aussi pour ce commentaire. Merci beaucoup. Brice, on Merci. se... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Vanessa, c'était un très bon moment. Merci pour cette belle émission. Merci pour cette belle initiative. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu fais. Continue, continue, continue. On est là et puis si on peut aider de quelque manière que ce soit, ça va être avec grand, grand plaisir. On va se reparler. Et puis merci à toutes les personnes qui étaient là, qui nous ont écoutés. Comme je l'ai dit au début, à chaque fois où vous êtes là et que vous nous écoutez, vous nous donnez une partie de votre vie. Et donc, je suis très reconnaissant pour ça. Recevez ma gratitude pour votre temps, pour cette partie de votre vie que vous m'avez accordé aujourd'hui, que vous nous avez accordé. Et puis, passez un excellent week-end, plein d'amour, beaucoup de courage, malgré les tempêtes à l'extérieur là. Tout va bien, on s'accroche. Merci beaucoup, Brice. Merci. Je te souhaite à toi aussi un excellent week-end et à très, très vite. Bye bye. Et Merci. merci. Bye. Au revoir.